Shaki a été kidnappé par le gouvernement mondial, on sait pourquoi Shanks s'est retrouvé dans un coffre étant bébé, Monkey D. Dragon entre enfin en action et Rox D. Xebec nous révèle son véritable nom en lien direct avec le siècle oublié. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons dans un premier temps revoir ensemble les différents événements qui ont eu lieu et dans un second temps, grâce à ça, nous analyserons et théoriserons sur ce que ces révélations impliquent. Ce chapitre débute il y a 39 ans, juste après le kidnapping de Shaki, le monde entier apprend la nouvelle et c'est une véritable catastrophe. Don Marlon ainsi que ses hommes, qui étaient donc chargés de sa protection, ont été assassinés avec des faits qui ont eu lieu en à peine quelques heures. Ensuite, un an plus tard sur God Valley, donc à ce moment-là il faut bien comprendre que ça fait déjà un an que Shaki est gardée prisonnière. Donc bref, un an plus tard sur God Valley, Garling retourne voir ses enfants ainsi que sa femme a l'air ravie de le voir et lui présente ses fils, elle lui demandera ensuite de rester avec elle sur l'île, sauf que Garling refusera, lui faisant savoir que cette île disparaîtra. Il ajoutera qu'il a déjà choisi et commandé une femme digne de sa personne et que s'il remporte la chasse à l'autochtone, cette femme sera sienne. Et après ces quelques paroles, Garling tuera sa femme de sang-froid devant ses bébés, il ordonnera ensuite de commencer les préparatifs avant le début de la chasse à l'autochtone. En quelques minutes, l'île se verra être totalement encerclée et les marines débarqueront avec l'ordre de capturer vivants tous les habitants de l'île. Cette opération est vendue aux jeunes marines comme étant un entraînement, sans qu'ils ne comprennent pourquoi ils doivent capturer tous les habitants. C'est ainsi qu'on nous montre pour la première fois un très jeune Monkey D. Dragon, un bleu qui peine à obéir aux ordres étant totalement incompréhensible pour lui. Il finira par se rassurer en se disant qu'au pire des cas, il utilise les balles anesthésiantes. Et que donc normalement il n'est pas censé leur faire de mal. Il essaiera de convaincre un max d'habitants de se soumettre pour éviter de les anesthésier. Pendant ce temps-là, à bord d'un navire prison de la marine affecté au transport d'esclaves, nous retrouverons Ivankov, Ginny, Kuma et les autres esclaves, prévus donc pour la chasse à l'autochtone. À ce moment-là, tandis qu'ils étaient sur le bateau, Ginny avait déjà commencé sa mission et avait donc réussi à transmettre son signal où elle informait justement sur ce qui allait se dérouler sur God Valley ainsi que les récompenses qui seront présentes, notamment Shaki. Nous apprendrons ensuite que la personne qui a capté le signal de Ginny est à ce moment-là un jeune Morgan qui venait de fonder son journal local, le World Economic Journal. Morgan profitera de cette information pour demander de l'argent au gouvernement mondial s'ils veulent qu'il garde le silence, sauf qu'on comprend bien que dans tous les cas, il allait partager l'information au monde. La ruche va alors apprendre que Shaki est vivante, qu'elle se trouve sur l'île de God Valley et qu'elle va servir de trophée pour la chasse à l'autochtone. En découvrant ça, Rox va alors demander à ses hommes de se préparer pour aller sur God Valley. À ce moment-là, Roger décidera aussi de mettre le cap sur l'île du destin et suite à ça, le vice-amiral Garp s'y dirigera aussi. Sur sa route, Rox va croiser le chemin du roi Harald qui a de nouveau pour but de le stopper. On se rappelle que son deal avec le Gorosei tient toujours. D'ailleurs, tandis que Harald agit face à Rox, il est surveillé par le gouvernement mondial. Et suite à une très courte discussion avec Harald, Rox va finir par lui demander s'il était possible qu'ils aient une discussion privée. Durant cette discussion privée, Rox, pour éviter un nouvel affrontement avec Harald, va lui expliquer la véritable raison pour laquelle il doit aller sur God Valley. Il lui avouera qu'il possède un nom caché qui est David Xebec. Ce nom est celui de ses ancêtres, un nom que le gouvernement mondial a cherché à effacer. Il ajoutera que lui et les siens sont les descendants du légendaire pirate Davy D. Jones. Il lui fera aussi savoir qu'il y a 2 ans, il était devenu père et pour éviter qu'il arrive malheur à sa famille, il a envoyé sa femme et son fils sur son île natale, là où se trouvent les membres de son clan. L'île en question est God Valley et c'est là que Harald comprendra toute la complexité de la situation pour Rox. Harald, quand il pensera qu'il s'agit d'un piège, Rox lui dira que non et qu'il s'agit plutôt d'une erreur de la part du gouvernement mondial qui n'aurait de toute façon aucun intérêt à mettre en danger les dragons célestes en essayant justement de l'appâter lui et ses hommes sur l'île. Il dira à Harald qu'il n'a pas le choix d'aller sur cette île et que le destin semble le pousser à y aller. En capturant donc Shaki, le gouvernement mondial selon lui a fait une grande erreur. Mais sa priorité reste tout de même le sauvetage de sa femme et son fils, mais il sent que ça va mal se terminer pour lui et il va donc demander une nouvelle fois à Harald de lui prêter main forte. Harald, sans surprise, refuse mais semble tout de même s'en vouloir un petit peu et il lui fera savoir qu'il allait l'arrêter ici et maintenant malgré tout, sauf que finalement lorsque le combat était sur le point de commencer, Harald demandera à ses hommes de ne rien faire. Ce qui a donc conduit à une petite bataille navale entre les Rox pirates et le navire donc des géants d'Elbaf, sauf que finalement vous aurez compris que Harald a fait exprès de perdre. Après ça, on va nous faire savoir que la chasse à l'autochtone de God Valley est sur le point de commencer, nous faisant savoir après avoir présenté les différents fruits du démon en tant que récompense, va nous montrer aussi le grand prix de la compétition. À cet instant, Dragon en tant que jeune élément de la marine va tomber sur la mère de Shanks qui était donc censée être morte. Sauf que finalement, elle a réussi à survivre et elle demandera à ce jeune marine qu'elle a croisé de sauver ses enfants et de ne pas les laisser entre les mains de Garling Fingerland. Au même moment, nous verrons un très jeune Teach accompagné de sa mère qui lui dira les mêmes mots que les parents de Kuma lui avaient dit, comme quoi en fait il devait absolument survivre. Les différents chevaliers divins seront aussi présents, on aura l'occasion de voir par exemple Somers qu'on connaît maintenant, ou encore Gunko, ils veulent tous absolument
remporté cette compétition. Et pour finir avec ce chapitre, on nous donnera aussi un détail supplémentaire par rapport à la chasse à l'autochtone. En effet, il y a parmi les gibiers de la chasse, et plus précisément le groupe de lapins super rares, un enfant membre du peuple des boucaniers, ainsi que des membres d'une tribu disparue depuis 800 ans et qui vient tout juste d'être retrouvée, les membres du clan Davy. Voilà tout pour cette première partie, il est donc désormais temps de passer à la seconde partie de cette vidéo entre analyse et théorie. Dans ce chapitre 1159 de One Piece, on nous confirme officiellement qu'en tant que trésor de la ruche, Shakuyaku a bien été kidnappée par le gouvernement mondial. Celle-ci était donc le prix spécial de cette chasse à l'autochtone et c'est bien elle qui a en grande partie attiré suite à la fuite d'informations tous les pirates de la ruche. L'information à propos du kidnapping de Shaki a totalement secoué le monde et il est fort probable qu'en apprenant qu'elle se trouvait sur God Valley, les pirates de la ruche n'étaient pas les seuls pirates du monde à être intervenus. Et effectivement c'est le cas, étant donné que les pirates de l'Euro Jackson étaient de la partie durant l'incident de God Valley. En sachant cela, il est fort probable que d'autres pirates du monde pour entrer dans les bonnes grâces de Shaki ont tout fait pour être celui qui la sauvera. Cependant, et malgré tous les pirates qui seront venus pour la sauver, je pense qu'on est beaucoup à voir l'évidence qui nous attend, avec notamment le fait que c'est Silvers Rayleigh qui la sauvera. Ce qui m'interroge par contre, c'est comment une personne comme Shakuyaku, qui était tout de même une impératrice d'Amazon Lily, capitaine des pirates Kuja, s'est fait kidnapper aussi facilement. D'autant plus qu'elle était protégée par un des membres des Rocks pirates, en la personne de Don Marlon. Surtout qu'elle se trouvait sur la ruche, entourée de criminels qui n'avaient Dieu que pour elle. Et je le répète, mais on sait que c'est Don Marlon et ses hommes qui étaient chargés de la surveillance et donc de protéger Shaki, et malgré sa supposée puissance, celui-ci ainsi que ses hommes se sont fait assassiner. Alors il y a pour moi que deux cas de figure possibles, soit Shaki a été attaqué par un pirate surpuissant, ou des membres du gouvernement mondial très puissants, et que par conséquent Don Marlon n'a pas pu stopper en l'absence bien sûr des Rocks pirates. Ou alors deuxième possibilité, c'est que Shaki aurait été piégée par quelqu'un dont elle avait confiance, qu'elle connaissait et que Don Marlon connaissait aussi. On a longtemps parlé de l'éventualité qu'un traître ferait partie des Rocks pirates et qu'il serait de quelque manière que ce soit lié au kidnapping de Shaki. Shaki est une puissante pirate dont on peut estimer la puissance équivalente à la capitaine Kuja actuelle, Boa Hancock. De ce fait, s'attaquer à Shaki sans être préparé un minimum n'aurait pas été aussi simple et aurait causé un minimum de grabuge qui aurait été forcément remarqué par les nombreux pirates de la ruche qui chérissent leur trésor. Et sans oublier aussi que Don Marlon et ses hommes étaient présents pour la protéger. Donc on en revient à la forte probabilité qu'elle a été piégée par quelqu'un dont elle avait confiance et qu'elle côtoyait assez régulièrement. Depuis que sur Water 7 nous avons pu constater que les hommes du gouvernement mondial pour le bien d'une mission étaient capables de partir pour plusieurs années d'infiltration, il est tout à fait possible qu'un de leurs membres ait parvenu à s'infiltrer sur la ruche, voire même au sein des Rocks pirates. Ceci lui aurait permis de transmettre de précieuses informations à propos de ce qui se passait sur l'île de la ruche et que cela aurait permis au gouvernement mondial de kidnapper le trésor de l'île des pirates pile au moment où les Rocks pirates étaient absents. Dans le chapitre 1158, nous avions eu l'occasion de voir pour la première fois la femme de Saint Garling Fingerland promenant il y a 39 ans sur God Valley ses deux bébés Shanks et Shamrock. Une femme qui, même de dos dans le chapitre précédent, ne semblait pas être un dragon céleste, notamment à travers son comportement avec les humains de God Valley. Depuis l'arc Sabaody, nous savons que les dragons célestes peuvent se marier avec des humains lambda, des personnes qui ne sont pas des dragons célestes. Il est donc fort probable que la mère de Shanks et Shamrock ait été forcée à devenir une des nombreuses femmes de Garling, ce qui a donc conduit plus tard à la naissance de Shanks et Shamrock. Comme vous le savez, Garling n'a aucune considération pour les humains et considère ceux qui ne sont pas des dragons célestes comme des déchets. En sachant cela, il fallait s'attendre à ce qu'il n'ait pas un bon comportement avec sa femme et qu'effectivement, si celle-ci venait à ne plus avoir aucun intérêt pour lui, qu'il l'élimine sans la moindre pitié. Il est clair qu'elle était une victime de cette histoire et qu'elle était certainement une bonne personne. D'ailleurs, maintenant j'aime bien faire le comparatif entre Shanks et Shamrock, avec le fait que Shanks a pris du côté de sa mère et Shamrock du côté de son père. Sauf que maintenant, je me dis que Shamrock n'est peut-être pas une cause perdue et que le jour où les deux frères s'affronteront, Shanks pourrait trouver les mots pour ne plus faire de Shamrock un ennemi. Car je pense en effet que le combat ne sera pas qu'un échange de coups, il faudra aussi combattre avec les mots et les deux frères auront très certainement beaucoup de choses à se dire. Je sais que je suis beaucoup trop optimiste, mais pourquoi ne pas imaginer que c'est lorsqu'ils aborderont le sujet de leur mère que Shamrock pourrait au minimum être touché. J'abuse, je sais, j'abuse. Et même si c'est vrai que l'éducation des dragons célestes ainsi que l'environnement privilégié dans lequel ils vivent font en grande partie ceux qu'ils sont, on a quand même eu l'occasion de voir, et à 2 reprises, qu'il était aussi possible pour eux de changer. L'exemple du père de Doflamingo est parlant, mais on a aussi le cas de Saint Don Quixote Miosgard qui lui, après avoir rencontré Otohime, a totalement changé au point de venir en aide 10 ans plus tard à Shirahoshi, menacé par Saint Carlos, ce qui lui coûtera d'ailleurs la vie. Et je rappelle tout de même que protéger des personnes qui ne sont pas des dragons célestes et qui plus est des hommes poissons revenait à signer son arrêt de mort, et Sam Miosgard le savait pertinemment, ce qui veut dire qu'il a tout simplement donné sa vie pour sauver quelqu'un d'en bas. Aujourd'hui, le comportement de ces deux dragons célestes peut prendre un sens encore plus profond, préparant peut-être le chemin pour qu'on assiste au changement de comportement d'un personnage comme Shamrock. Si eux ont pu changer, il faut je pense songer à la petite chance qui existe pour que Shamrock modifie sa façon de penser aussi. Mais bon, quand on voit avec qui il a été élevé, il est dur d'imaginer que Shamrock ne soit pas aussi buté que son père. Dans ce chapitre, même si je continue de penser que Garling a utilisé son statut de dragon céleste pour faire de la mère de ses enfants
enfant une de ses nombreuses épouses, il semblerait que celle-ci soit sous son charme. Du moins, elle n'a pas l'air de le détester et semble même heureuse de le revoir, lui qui n'avait semble-t-il pas eu l'occasion jusque-là de voir ses fils. Celle-ci va d'ailleurs demander à Garling de rester avec elle sur cette île, ce qui est une preuve supplémentaire concernant le fait que malgré la possibilité qu'elle ait été mariée de force, celle-ci a fini par aimer son mari. Lors du passé de Kuma, on a eu l'occasion de voir que Saint Garling Figurland, durant sa jeunesse, était un homme très apprécié de la gente féminine de par sa beauté. Il est donc possible que tout comme les femmes dragons célestes, les humaines lambda tombaient elles aussi sous son charme en le voyant, et que ça a été le cas pour la mère de Shanks. Après, on peut aussi songer à la possibilité que la mère de Shanks jouait le jeu de celle qui était amoureuse de son mari. Sachant pertinemment qu'elle ne pourrait jamais se sortir de la situation dans laquelle elle était, celle-ci aurait très bien pu faire mine d'être aimante envers son mari dans le but de survivre. Il y a évidemment 1000 éventualités, mais je suis persuadé qu'elle a été forcée, et cela n'est pas du tout étonnant, surtout quand on voit à quel point Garling est un psychopathe. Dans ce chapitre, nous aurons l'occasion de voir par 2 reprises la mère de Shanks et Shamrock, lorsqu'elle finit par être trahie par Garling, et en fin de chapitre, lorsque le jeune Marine Dragon croise son chemin. Mon idée selon laquelle la mère de Shanks jouerait un jeu avec Garling ne vient pas de nulle part, je me base effectivement sur les paroles qu'elle a prononcées tandis qu'elle agonisait devant Dragon. Celle-ci, après avoir supplié Dragon de sauver ses enfants, ajoutera que ses enfants ne doivent absolument pas tomber entre ses mains, et bien évidemment, on comprend qu'elle parle de Garling. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais personnellement, je pense que si elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'un jour Garling tente de la tuer, elle aurait d'abord fait part de sa surprise et son incompréhension face à cette tentative d'assassinat. Je pense même qu'avant d'avoir une quelconque colère envers cette personne, elle se serait d'abord demandé pourquoi il avait fait ça et quel a été son tort dans cette histoire. Or, celle-ci va directement nous dire que ses enfants ne doivent absolument pas tomber entre ses mains. Étant donné qu'elle dit ça, c'est pour moi la preuve qu'elle était parfaitement au courant du monstre qu'il était et qu'effectivement, elle n'avait pas d'autre choix que de jouer le jeu de la femme amoureuse si elle voulait rester en vie. Elle savait qu'il s'agissait d'un monstre et même si, imaginons, elle était vraiment tombée amoureuse et qu'il n'avait pas eu besoin de la forcer, celle-ci, avec le temps, aurait fini par comprendre qu'il s'agissait d'un démon caché derrière un visage d'ange. Si elle nous fait savoir que ses enfants ne doivent absolument pas tomber entre ses mains, c'est qu'elle savait pertinemment qu'il n'avait aucune attache, aucun sentiment pour ses fils et qu'à travers eux, il ne voyait que son intérêt propre. Aujourd'hui, malgré le fait que Shanks a été retrouvé dans un coffre, on comprend à quel point il a eu de la chance et on plaint Shamrock qui n'a pas eu cette chance qui désormais doit être dans tous les sens du terme le portrait craché de son père. Comme on pouvait s'y attendre, Monkey D. Dragon a participé à l'incident de God Valley en tant que jeune élément de la marine. En ayant été mobilisé durant l'incident de God Valley, le jeune Dragon a pu constater de ses yeux la cruauté dont font preuve à l'égard des humains ses supérieurs hiérarchiques. Il a assisté à ce que font de pire les Dragons Célestes, une des nombreuses éditions de la chasse à l'autochtone. Comme on le sait à travers les différents membres de la marine, Eiichiro Oda nous propose différentes facettes de la justice. Ce point en particulier est très important pour comprendre pourquoi plus tard Dragon va créer l'armée révolutionnaire. Dragon, assez naïvement, est un peu à l'image de Kobe aujourd'hui et a rejoint les rangs de la marine parce qu'il voulait faire le bien, aider les gens et surtout faire respecter sa représentation de la justice. Sauf qu'il s'est confronté à la réalité de la situation, voyant sur God Valley que ceux qui les dirigent et ceux qu'ils doivent à tout prix protéger sont en fait les pires criminels qui puissent exister, bien pire encore que les pirates. Dragon, en tant que jeune élément de la marine, avait pour ordre de sauver les dragons célestes, d'aider les chevaliers divins et faire face aux pirates, mais surtout de capturer des innocents sans qu'on lui explique pourquoi, prétextant qu'ils sont dangereux. Le problème, c'est que dans cette histoire, au vu de Dragon, les pirates ne sont absolument pas les méchants et cet incident a été provoqué par les dragons célestes en volant le trésor de la ruche. Et maintenant, nous savons que si Rox Dixebeck est intervenu sur God Valley, c'est avant tout pour protéger sa famille. Le gouvernement mondial, ayant organisé la chasse à l'autochtone sur God Valley, a mis en danger la femme et le fils de Rox en faisant d'eux des esclaves et donc du gibier à chasser pour les dragons célestes. Et donc cela est la preuve supplémentaire pour dire que les seuls responsables de l'incident de God Valley, c'est bien le gouvernement mondial. Ça, Dragon l'a très bien compris, et face à l'arrogance et l'impunité de ceux qui se prennent pour des dieux, le futur chef de l'armée révolutionnaire a décidé de désobéir et sauver l'enfant de cette femme aux cheveux rouges qui lui suppliait de sauver ses bébés. Et comment lui en vouloir? Après tout, c'est pour sauver les gens qu'il a décidé de rejoindre les rangs de la marine. En ayant mis Shanks dans ce coffre, Dragon a suivi sa propre vision de la justice et a sauvé ce bébé du kidnapping de son père. Tandis que Garp fermait les yeux sur les agissements des dragons célestes, Dragon, après les horreurs qu'il avait vues, n'a pas pu rester au sein de la marine et a décidé de devenir l'un des plus grands ennemis du gouvernement mondial. On comprend désormais encore plus pourquoi Dragon est devenu le chef de l'armée révolutionnaire. Il a clairement l'objectif d'éradiquer le fléau que sont les dragons célestes de ce monde. En tant qu'armée révolutionnaire, je vous apprends absolument rien quand je vous dis que leur but est de renverser le gouvernement mondial. Mais pour aller plus loin dans le raisonnement, je pense que Dragon a surtout l'intention de renverser l'ordre établi. Notamment en faisant en sorte que plus jamais de simples hommes auraient l'idée un jour de se prendre pour des dieux et qu'à ce titre tout leur serait dû et que peu importe leurs actes, ceux-ci jouiraient de la plus grande impunité, piétinant totalement la justice. Dragon a l'intention d'imposer sa vision de la justice, une justice plus juste où personne pourrait profiter de son statut pour organiser donc des chasses à l'homme géantes. Même s'il était effectivement facile de deviner les raisons qui ont poussé Dragon à créer l'armée révolutionnaire, du moins on comprenait pourquoi il avait fait ça et surtout pourquoi c'était
c'était nécessaire, aujourd'hui grâce à ce chapitre on nous confirme officiellement le pourquoi du comment et surtout quel événement en particulier l'a motivé à créer sa propre organisation. D'ailleurs le fait de nous parler de Dragon maintenant n'est pas anodin étant donné qu'en ce moment même, lui et ses hommes sont en train de mettre du grabuge en Terre Sainte et je trouve que le parallèle est beau. J'ai beaucoup aimé ce que ce chapitre a décidé de nous montrer de Dragon et j'ai beaucoup aimé le fait de le voir poser des questions à ses supérieurs en tant que jeune marine pour donc tenter de comprendre pourquoi il devait capturer les habitants de cette île où il a été mobilisé. Dragon n'avait d'autre choix que de suivre les ordres et se convaincre qu'il devait faire confiance à la marine. Ce qui est sans doute frappant pour un jeune élément de la marine qui est très certainement naïf, c'est de voir des citoyens être rassurés de les voir intervenir pensant qu'ils venaient les sauver alors qu'ils sont en fait leurs bourreaux. On remarque qu'aucune précision n'est donnée aux militaires concernant la mission qui leur a été donnée. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent capturer vivants un maximum d'habitants de l'île. Dragon, voulant connaître les raisons de leurs actions, n'aura aucune réponse jusqu'à ce que, en fin de chapitre, celui-ci tombe sur une femme blessée aux cheveux rouges qui lui demande de sauver ses enfants. Et même si c'est peut-être pas elle qui lui expliquera ce qui se passe réellement sur l'île, il finira tôt ou tard par comprendre que la marine est complice d'un des plus grands massacres d'innocents qui puissent exister. À ce moment-là, la chasse à l'autochtone était sur le point de commencer et il aura l'occasion de voir de ses yeux que ceux que protège à tout prix la marine ne sont que des monstres sans foi ni loi qui bénéficient de l'impunité la plus totale. Et on va clairement avoir les raisons précises pour lesquelles Dragon a décidé de quitter les rangs de la marine et créer l'armée révolutionnaire devenant le plus grand ennemi du gouvernement mondial. Nous savons aujourd'hui qu'il y a 40 ans, Saint Garling Figerland avait recommandé aux Gorosei de faire la prochaine édition de la chasse à l'autochtone sur l'île de God Valley. Une proposition qui fait suite à une découverte de Garling sur cette île de West Blue qui selon lui ravira Imu. Au vu de ce qu'on a découvert grâce à ce chapitre, nous savons que ce qu'avait trouvé Garling, cette chose incroyable et surprenante qui ravira pour sûr Imu, serait en fait la famille de Rox d'Ixébec et plus précisément son clan. Garling s'est arrêté quelque temps sur God Valley, assez longtemps pour faire 2 enfants à une femme. Pendant ce laps de temps, il faut imaginer l'éventualité qu'il aurait rencontré par hasard la famille de Rox, ou plus précisément le clan de Rox. D'une manière ou d'une autre, il aurait découvert qui était cette tribu et que Rox en faisait partie. Après tout ce qu'a fait Rox en Terre Sainte, Garling aurait trouvé à cet instant un parfait moyen de pression pour calmer le pirate qui dominait les mers à cette époque. Et nous d'ailleurs, nous avons pu le constater à plusieurs reprises, le plus gros point faible des pirates les plus puissants de ce monde était souvent leurs enfants. Oden a perdu face à Kaido parce qu'il a cherché à sauver ce qu'il croyait être son fils, ou plus récemment, Gaban a été grièvement blessé par Gungo en essayant de sauver son fils. En tout cas, il est clair que cette chose incroyable, eh bien le clan de Rox, Imu, peut alors profiter de cette opportunité pour se venger de celui qui, il y a quelques temps, est venu le menacer dans la chambre fleurie, pétard à la main. Mais de toute façon, même si Rox n'avait pas fait toutes ses actions envers le gouvernement mondial, le simple fait qu'on apprenne ses véritables origines explique pourquoi dans tous les cas sa famille aurait été condamnée soit à la mort, soit à l'esclavage. Car en effet, on apprendra durant ce chapitre 1159 de One Piece, une véritable dinguerie, on nous fera savoir que Rox d'Ixébec cache son véritable nom au monde. Il nous révélera que son vrai nom est Davy d'Ixébec et qu'il appartenait au clan Davy qui vivait en ce monde dans la plus grande discrétion. Les membres de son clan étaient en fait les descendants du célèbre pirate Davy D. Jones. Et désormais tout fait sens, on comprend pourquoi Saturne avait évoqué le fait que Teach descendait d'une lignée particulière et pourquoi Katarina Devon nous faisait savoir que son capitaine était spécial. D'ailleurs le fait que Saturne semblait en savoir sur les origines de Teach ainsi que le fait que parmi les pirates que Imu avait dans le collimateur, la prime de Teach a elle aussi été plantée aux côtés de Luffy, Vivi ou Shirahoshi, prouve que le gouvernement mondial savait quelles étaient les véritables origines de Marshall D. Teach. Un clan qui vivait dans la plus grande discrétion implique forcément un rôle de ce même clan il y a 800 ans durant la bataille qui a eu lieu entre Joy Boy et Imu Nerona, d'ailleurs ceci est en partie confirmé dans ce chapitre. Sauf que ce clan ne faisait partie d'aucun camp et avait pour but de prendre le contrôle du monde, en la personne de Davy D. Jones. Ce qui rejoint aujourd'hui l'image de Marshall D. Teach ou précédemment Rox d'Ixébec. L'idée ici est que Davy D. Jones aurait vécu il y a 800 ans, durant le siècle oublié, et qu'il était l'antithèse de Joy Boy à l'image de ce qu'a pu être Rox envers Roger, ou encore, si on prend l'exemple de l'époque actuelle, ce que représente Teach pour Luffy. En tant qu'antithèse de Joy Boy, lui aussi a transmis sa volonté à ses descendants, et Rox en faisait partie, Teach en fait aujourd'hui partie aussi. Cela prouve que la volonté du dit correspond pas qu'à une seule vision des choses, et surtout elle ne descend pas forcément de la même personne. Mais le fait qu'aujourd'hui les descendants de Davy D. Jones vivent dans la discrétion la plus totale prouve que cette légende de la piraterie a aussi été l'ennemi de Imu Nerona, et qu'il a joué un grand rôle il y a 800 ans. Peut-être même que Davy D. Jones avait le même temps d'avance qu'avait Rox aujourd'hui sur Roger, peut-être que c'est lui qui s'est attaqué à Imu en premier il y a 800 ans. Une confrontation entre Davy D. Jones et Imu Nerona qui s'est terminée, comme nous le savons tous, en une victoire pour Imu. Mais au-delà de cette victoire, Imu a peut-être été celui qui a provoqué cette fameuse malédiction qui suit le nom de Davy D. Jones. Durant l'arc du Davy Backfight, Robin nous disait que Davy D. Jones était un pirate de l'ancien temps et qu'il était connu pour avoir été frappé par une malédiction. Suite à cette malédiction, il vit au fond des mers et désormais, la légende autour de ce pirate nous dit que lorsqu'un navire coule, tout ce qu'il y a en son sein, les trésors et le reste, devient la propriété de Davy D. Jones.
Sanji nous fera aussi savoir lors de cet arc que tout ce qui finit dans l'eau finit tôt ou tard par lui appartenir et que c'est de là que vient le terme de Davy Back du célèbre jeu qu'il aurait créé, appelé donc Davy Back Fight. Davy Back, donc retour à Davy, il faut le comprendre dans ce sens-là, hein, tout revient à Davy, retour à Davy, un truc comme ça, un terme qui vient du fait que Davy D. Jones récupère les trésors des autres pirates, et je le répète, mais c'est la raison pourquoi le jeu qu'il a créé sur la ruche s'appelle le Davy Back Fight. Toute cette histoire autour de Davy D. Jones, Eiichiro Oda s'en est inspiré de légendes bien réelles des marins de notre monde. En effet, dans notre monde, Davy D. Jones désigne la mort en mer et Davy Jones est un surnom qui est censé représenter le diable ou un démon des océans. D'ailleurs, une formule proche du Davy Back Fight de One Piece est souvent utilisée par les marins. Il s'agit de la phrase Davy Jones Locker pour signifier le fond de la mer, là où reposent les marins perdus. Les marins de notre monde disaient souvent to be sent to Davy Jones Locker, qui est en fait un euphémisme, donc le fait d'adoucir la réalité pour décrire la mort en mer. En sachant tout cela, pourquoi ne pas imaginer que la personne à l'origine de cette malédiction, de Davy D. Jones, ne serait pas Imune Rona suite à sa victoire contre lui. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais il se pourrait que cette malédiction soit en lien avec le pirate à la cicatrice de feu, mais je vais pas trop m'avancer là-dessus étant donné que j'aimerais pas que ce soit le cas, mais surtout, je vois mal comment ça pourrait être possible. Et j'ajouterais même que ça ne ressemble à rien de faire ça. Eiichiro Oda, pour le récit de son histoire, s'inspire beaucoup d'histoires de notre monde, et là, ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Et personnellement, je suis persuadé que l'homme à la cicatrice de feu est plutôt lié à Vanderdecken Ier du nom plutôt que Davy D. Jones. Les minimes détails qu'on a de lui sont tout d'un coup beaucoup plus logiques, mais bref, je vous prépare une grosse vidéo très claire à ce sujet. Et donc, pour en venir à ce que je disais, la défaite de Davy D. Jones, en plus de causer soit sa disparition, soit cette fameuse malédiction, a aussi condamné sa lignée. Tous ceux qui portent son nom sont condamnés à être éliminés par les vainqueurs de cette énorme bataille qui a eu lieu il y a 800 ans. On a d'ailleurs un magnifique parallèle avec les boucaniers qui eux étaient liés à Nika, lui-même lié à Joy Boy, qui lui aussi s'est opposé à Imu, ce qui a causé la quasi-disparition de ce peuple, et pour ceux qui ont survécu, ils ont été réduits en esclavage. Mais l'intention a toujours été finalement de les éliminer. En tout cas, au vu du fait de ces deux lignées, donc les boucaniers et les Davy, au vu des similarités qui existent entre eux, notamment à travers la persécution qu'ils vivent de la part du gouvernement mondial, cela nous prouve que leurs ancêtres respectifs étaient très certainement les plus grands ennemis de ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui. Pour ce qui est de Joy Boy, nous le savions, mais pour Davy D. Jones, rien n'est encore sûr à 100%, mais on constate tout de même, grâce à ces quelques indices, qu'il est fort probable que j'ai raison. Le clan Davy paye 800 ans plus tard encore les actes de leur ancêtre Davy D. Jones envers le gouvernement mondial, mais surtout envers l'actuel roi du monde, Saint Imune Rona. J'aimerais aussi m'arrêter 5 minutes sur le fait qu'il existe tout un clan Davy sur l'île de God Valley. God Valley est l'île natale de Rox Dixebec, et lorsqu'il a eu sa famille, il a décidé de les envoyer sur cette île pour les protéger là où se trouve donc son clan. Donc le clan Davy qui vit dans la plus grande discrétion, et clan selon ses dires qui survit encore grâce à leurs influences sur le monde de l'ombre. Selon Rox, le gouvernement mondial a probablement cherché à effacer ce clan, et c'est effectivement fort probable au vu du fait que le gouvernement mondial avait perdu leurs traces depuis près de 800 ans. Comme je disais tout à l'heure, si le gouvernement mondial voulait faire disparaître ce clan, ce n'est pas pour rien. Malgré les plusieurs siècles qui les séparent de ce qu'a commis leur ancêtre, cette volonté d'annihiler cette lignée découle certainement d'une transmission que le gouvernement mondial trouve gênante. À l'image des boucaniers qui se transmettaient de génération en génération l'histoire du dieu soleil Nika ou leur sang qui était mélangé à celui des géants, il se peut que pour les Davy il s'agisse d'histoires à propos d'un autre dieu cité dans les textes du Halley ou de leur sang particulier comme le disait Singer Garcia Saturne. Sang qui peut-être leur permettrait de manger plusieurs fruits du démon, qui sait. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose, un pouvoir en particulier, un fruit du démon ou un simple savoir. En tout cas il est clair que ce clan a gardé un certain savoir malgré les 800 ans qui les séparent de leur ancêtre Davy D. Jones et qu'ils ont tout fait pour ne pas perdre ce savoir car ils savaient, encore une fois à l'image de Joy Boy ou si on va encore plus loin de Nika, que Davy D. Jones ferait son grand retour, ou pour rester dans cette logique que le dieu avec lequel ils sont liés, qui selon moi est soit le dieu de la forêt ou soit le dieu de la terre, ferait un jour son grand retour. Je pense qu'à un moment donné, on s'est tous demandé pourquoi Rox semblait savoir autant de choses, et surtout on s'est sans doute demandé pourquoi il a décidé de devenir pirate aussi tard. Aujourd'hui, on a la réponse à ces questions. Rox a toujours vécu caché à cause de ses véritables origines, et d'ailleurs il aurait mieux fait de continuer. Ses actions l'ont quand même conduit à sa perte, même si c'est pas vraiment de sa faute si Garling est tombé par hasard sur son clan. Et sur sa famille au passage. Teach a toujours semblé avoir un temps d'avance sur tout le monde et avait beaucoup de secrets, et aujourd'hui on en apprend énormément sur lui, et nous comprenons pourquoi il sait tant de choses et pourquoi il semble si intelligent. Teach, durant cette période où il était sur God Valley, a goûté à une partie de ce savoir que possédait son clan, et ce, même si je sais pertinemment qu'il avait que 2 ans. Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer qu'à cet âge-là, il ait pu apprendre quoi que ce soit, mais il est néanmoins fort à parier qu'il lui a été légué un certain savoir, de quelque manière que ce soit. Pourquoi ne pas imaginer qu'avec lui, d'autres membres du clan Davy sont parvenus à s'échapper
passé et qu'il est resté un temps avec eux et qu'ils sont à l'origine du savoir qu'il détient aujourd'hui. Après, on peut aussi penser à l'éventualité qu'il lui a été donné des écrits, des livres, en tout cas qu'il y a eu une transmission de savoir, peu importe comment. Comme on nous l'avait fait savoir dans le chapitre précédent, Rox et le roi Harald se sont croisés avant que ne débute l'incident de God Valley. Toujours dans l'optique de respecter son deal avec le gouvernement mondial, le roi Harald avait pour mission de stopper son équipage sous la surveillance d'un navire du gouvernement mondial. Et il est vrai que si Harald l'avait voulu, il aurait, et je pense sans problème, réussi à couler le navire de Rox, et c'est peut-être pour ça que Rox va demander à son ancien ami s'il pouvait discuter seul à seul avec lui. Durant cette discussion, Rox révélera les véritables raisons qui le poussent à aller sur God Valley, et en apprenant que Rox ne voulait que sauver son fils et sa femme, le roi d'Elbaf fera mine de perdre la bataille navale qu'ils ont entamée en ordonnant par exemple à ses hommes de ne rien faire. Rox savait que ça allait mal finir pour lui sur God Valley, c'est pourquoi il a demandé une dernière fois à Harald de le rejoindre, sauf qu'encore une fois, il refusera. Rox savait aussi et depuis toujours que le gouvernement mondial serait à jamais un ennemi du peuple des géants, et il a prévenu Harald à maintes reprises. Vouloir s'affilier au gouvernement mondial était une perte de temps, et il avait raison car on l'a vu plusieurs années plus tard, Harald a été éliminé par le gouvernement mondial. Si Harald avait accepté la proposition de Rox de rejoindre son équipage, il ne fait pour moi aucun doute qu'ensemble ils seraient venus à bout du gouvernement mondial. God Valley est sur le point de commencer, et parmi les chevaliers divins qui comptent participer à la chasse à l'autochtone, on remarque que Somers et Gunko étaient présents. Et ceci confirme une chose, c'est qu'effectivement Gaban, avant ce qu'on a pu voir sur Elbaf, avait déjà combattu le chevalier divin Somers. Dans le chapitre 1148, lorsque Gaban intervient pour sauver les enfants d'Elbaf, il affronte Somers qui le reconnaît en disant que ça faisait un bail qu'il ne l'avait pas croisé. Grâce à ce chapitre, il semble que ce soit officiel, là où ils se sont rencontrés et affrontés pour la première fois, c'est sur l'île de God Valley il y a 38 ans. D'ailleurs, grâce à ça, on peut aller plus loin en imaginant la forte probabilité que l'ensemble des dragons célestes présents donc sur God Valley ont affronté les différents pirates de légende qui sont intervenus sur God Valley. Et comme vous le savez, on en revient bien sûr à la fameuse blessure de Barbe Blanche qui se réveillait à chaque fois qu'il voyait Shanks. J'aimerais revenir sur un point que je trouve intéressant et qui pour moi a forcément dû avoir lieu. D'ailleurs, dans ma dernière review, j'avais consacré une assez longue partie. Lorsque Harald et Rox se discutent et que le pirate lui révèle ses origines ainsi que la véritable raison qui le pousse à aller sur God Valley, Harald va alors en conclure que si le gouvernement mondial a choisi l'île de God Valley, c'était pour la pâter. Rox va dire que non, étant donné que le gouvernement mondial n'aurait aucun intérêt à voir les Rox pirates débarquer sur l'île, étant donné que les dragons célestes font leur chasse à l'autochtone. D'autant plus qu'il y a des récompenses aussi à gagner et qu'il faut absolument pas que les Rox pirates mettent la main dessus. Des récompenses surpuissantes en plus de ça, des fruits du démon surpuissants. Et dans ma théorie, j'en étais venu à la même conclusion. Piéger Rox, c'est aussi mettre en danger les dragons célestes et aussi risquer de se faire voler les prix de la chasse à l'autochtone. En sachant cela, il est vrai que c'est difficile d'imaginer que ce soit ça, mais cependant n'oublions tout de même pas, et on l'a vu à plusieurs reprises, qu'Imu semble en faire qu'à sa tête. D'autant plus que c'est lui qui a eu le dernier mot en acceptant la demande de Garling, qui voulait faire la chasse à l'autochtone sur God Valley ayant trouvé sur cette île le clan Davy. D'après le Gorosei, et avant que Garling fasse sa proposition, on comprend que l'île de la prochaine édition de la chasse à l'autochtone était soit déjà fixée, soit comme il le disait, vu qu'il était encore trop tôt, l'île n'avait pas encore été choisie. Et tout semble indiquer que c'est donc suite à ce qu'a découvert Garling, donc le clan Davy, que Imu décidera que la prochaine chasse à l'autochtone se déroulerait à God Valley. Tout ça en gardant en tête que Imu a été menacé par Rox d'Ixébec dans la chambre fleurie, le plus grand crime ayant jamais eu lieu aux yeux du gouvernement mondial, d'autant plus qu'on se rappelle d'un élément très important, Rox lors de sa très courte prise de parole devant Imu avait mentionné Davy D. Jones. On se souvient qu'à ce moment-là, elle nous faisait savoir qu'il l'admirait, et je me demande si ce serait pas cette phrase qui l'aurait trahi et qui aurait fait que grâce à ses subordonnés, Imu aurait fini par découvrir qui était réellement Rox. Car il est vrai que si ce n'est pas le cas, il est alors difficile de penser qu'en s'attaquant au clan Davy sur God Valley, que Imu et le gouvernement mondial savaient qu'il s'attaquait aussi à Rox d'Ixébec. Moi aujourd'hui encore, je suis persuadé qu'Imu, et par je ne sais quel moyen, a découvert le secret de Rox et qu'il a décidé d'accepter la requête de Garling pour forcer Rox à venir sur l'île afin de le piéger. Il faut quand même garder en tête que Imu est censé être dans le top 3 des personnages les plus puissants de l'œuvre, il faut donc s'attendre à ce qu'il soit capable d'un tel retournement de situation. D'ailleurs, lorsque Rox et Harald discutaient, le pirate lui a fait savoir qu'il sentait que ça allait mal se finir pour lui sur cette île, il sentait que quelque chose clochait. Si ce n'est pas une raison de plus qui prouve ce que j'essaye de vous dire, alors je comprends plus rien, comment un pirate aussi puissant que Rox sentirait que ça pourrait mal se finir pour lui, franchement. Il sent que ça va mal finir pour lui parce que Imu avec le Gorosei ont prévu de le piéger en se servant de son fils et de son épouse qui sont sur l'île. Dragon nous le disait, le plus gros point faible d'un homme, c'est ses enfants, un chantage sera fait et Rox sera éliminé suite à cela. Dans les prochains chapitres, l'incident de God Valley nous sera présenté dans son intégralité, je le répète souvent, mais comme vous le savez, cet incident est un point charnière de la guerre finale de One Piece. C'est après cet événement, par exemple, que Roger partira faire le tour du monde pour finalement découvrir le One Piece. God Valley est directement ou indirectement lié au One Piece, ça ne fait aucun doute. Le fait que le clan Davy ait décidé de se cacher sur cette île n'est pas du tout un hasard. Cette île cache peut-être des équivalents des textes du Halley qu'on a découvert sur Elbaf, des vestiges peut-être d'un autre temps qui racontent ce qui s'est passé il y a 800 ans, mais cette fois-ci avec un point de vue différent, celui donc de Davy D. Jones. Et c'est évidemment cela qui serait la raison de la disparition de l'île, car en effet, selon les
dires de Sengoku au chapitre 957, cette île n'existe plus. Et d'ailleurs, en arrivant sur God Valley, Garling dit à sa femme que cette île va disparaître. Nous savons grâce à ce chapitre que le clan Davy se cachait depuis 800 ans, ce qui correspond à la période du siècle oublié. Il est probable donc que le clan Davy se cache sur God Valley depuis 800 ans et que cette île cache bien plus que ce qu'on pense. Le savoir du clan Davy a pu se transmettre de différentes manières au fil du temps, ça peut être à travers des dessins, des fresques ou des textes comme ont fait les ancêtres des géants d'Elbaf. Et comment ne pas penser au célèbre jeu le Davy Backfight, qui est une véritable relique du passé, un jeu créé il y a 800 ans sur la ruche par Davy D. Jones. Ce jeu possède peut-être un genre de secret et personnellement plus le temps passe et plus je mets ce jeu sur un pied d'égalité avec la chanson Beans no Sake. J'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance et là je pars vraiment dans mes délires, mais je me dis que le Davy Backfight est aujourd'hui le seul élément qu'il reste créé par Davy D. Jones, ce pirate ayant été l'antithèse de Joy Boy. Pourquoi ne pas imaginer que le premier pirate de l'existence aurait lui aussi laissé une marque sur le monde avec Beans no Sake. D'ailleurs on remarque que le Davy Backfight et Beans no Sake sont tous deux des éléments en lien avec la piraterie. D'un côté on a Joy Boy et son Beans no Sake pour les pirates considérés comme bons on va dire, et qui vivent dans la joie, la bonne humeur et qui cherchent l'aventure, et de l'autre côté tu as Davy D. Jones et son Davy Backfight pour les pirates considérés comme mauvais, qui sans ça n'auraient pas d'équipage, réservé donc aux fourbes, aux malins. Les seuls à avoir utilisé le Davy Backfight d'ailleurs sont Foxy qui, comme vous le savez, est très fourbe, et ensuite Rox Dixebeck qui jusque-là était considéré comme un monstre, même si maintenant j'y crois plus trop à ça, mais bref. God Valley est donc le point de départ de pas mal d'événements créant un sorte d'effet papillon, c'est après ça d'ailleurs que Roger devient le roi des pirates, c'est aussi après ça que Dragon crée l'armée révolutionnaire et j'en passe. D'ailleurs plus le temps passe et plus je me demande si ce ne serait pas Rox Dixebeck qui sur God Valley, face à la mort, n'aurait pas mis sur la voie Goldie Roger, le motivant à découvrir lui-même les secrets que cache ce monde.